Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous de la lumière pour Cinémaniacs, épisode du lundi 17 mai 2021. Aujourd'hui, on fait une première partie de plusieurs parties. Il va y en avoir certainement une deuxième dans la même journée et l'année prochaine, lorsqu'il y aura un troisième volume de Love, Death and Robots, on va pouvoir faire un suivi là-dessus. C'est pour ça que pour cette série-là, je vais diviser ça en deux parties pour que ça ne soit pas un petit peu anormal qu'on ait deux parties dans une émission et une troisième dans une autre. Donc, une partie 1, partie 2 et partie 3, vous comprenez où est-ce que je m'en vais. Je voudrais en passant vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs ainsi que de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications. Notez bien que nous avons toujours deux concours, un pour nos premiers 1000 abonnés de la chaîne YouTube de Cinémaniacs pour gagner un Blu-ray du Steelbook de Iron Man de Marvel Studios, ainsi qu'un concours à chaque mois, ce mois-ci pour le mois de mai, c'est un Funko Pop de Godzilla tiré de la licence du film Godzilla vs. Kong. Aujourd'hui, je vais vous parler du volume 1. J'ai tout le temps sur le bord de dire saison, mais c'est volume 1 parce que je ne me rappelle pas d'avoir fait vraiment un bon survol de cette série-là qui a été diffusée en mars 2000, qui a été publiée en mars 2019 sur la chaîne de streaming Netflix. C'est une série, ça a pris presque 11 ans en passant à fabriquer. C'est 18 épisodes, il y en a 16 qui ont été adaptés des courts histoires, puis il y en a 2 qui c'est vraiment des histoires originales, mais en gros, c'est des créatures terrifiantes, c'est des mauvaises surprises, c'est de l'humour noir qui converge dans une anthologie d'animation de 18 épisodes. C'est tout entre 4 et 18 minutes chaque. Ça a été présenté par Tim Miller, qui est très connu pour le premier film de Deadpool, Terminator Dark Fate, malheureusement. Il a travaillé aussi sur les jeux vidéo de Mass Effect 2, Star Wars The Old Republic. C'est un gars qui est génial, qui a été beaucoup influencé par Metal Hurlant, Heavy Metal en anglais. Et il y a aussi David Fincher. Si vous ne connaissez pas David Fincher, Alien 3, Seven, Fight Club, The Social Network. Les deux, en tout cas, ils ont essayé de réimaginer leur version, un reboot de Metal Hurlant, puisque de l'information que j'ai ici, c'est que à la base, les deux travaillaient avec Kevin Eastman, qui avait les droits avant pour Metal Hurlant, afin de faire parce qu'il y a déjà eu un film de Metal Hurlant il y a plusieurs années. Il y a eu en 2000 Heavy Metal Fact 2000, qui était Metal Hurlant 2000, pour notre 2000e année sur cette jolie planète. Et là, Tim Miller et David Fincher travaillaient pour faire des nouveaux courts-métrages. Il y avait Paramount Pictures qui était impliqué là-dedans. Finalement, il y a eu le financement qui sortait jamais. Donc, sur l'histoire en gros de pourquoi que ça ne s'appelle pas Metal Hurlant, c'est que en 2011, il y a le réalisateur Robert Rodriguez qui lui s'est accaparé de ces droits-là pour pouvoir travailler avec sa compagnie d'effets spéciaux pour faire des courts-métrages. Puis finalement, ça n'a jamais levé. On verra peut-être ça un moment donné, ce bébé-là, un moment donné, un jour, par Robert Rodriguez. Mais pour l'instant, David Fincher et Tim Miller se sont réunis avec d'autres têtes fortes de l'industrie pour pouvoir repartir une nouvelle série. Ils ont approché Netflix. Netflix a dit, tiens, pogne la cash, on aime ton projet, on aime votre projet, excusez. Et c'est ça, ça aboutit à Love, Death, Robots, volume 1 maintenant qu'on doit appeler, puisque la deuxième série qui vient d'apparaître, c'est volume 2. Donc on va parler dans cet épisode-ci du volume 1 qui a beaucoup, beaucoup de contenu. En commençant par, je vais vous montrer ça ici vite l'image, il y a Sony's Hedge, ça s'appelle en français l'avantage de Sony. C'est une femme nommée Sony qui contrôle à distance un monstre créé par ingénierie génétique dans des combats de gladiateurs souterrains. L'effet visuel de cet épisode-là est incroyable. Quand il y a des gens qui me demandent un peu comment décrire chacune des épisodes, je vais vous expliquer ça un peu là-dedans. Cet épisode-ci, l'avantage de Sony's Edge, il y a une twist à la fin de cet épisode-là. C'est visuellement incroyable, mais imaginez que c'est un genre de Pokémon ou Digimon, si vous préférez, combat de deux créatures à grosseur format Transformers, à peu près, mais des genres de monstres à la Godzilla, manipulés à la Pokémon, avec il y a chacun un humain qui est connecté mentalement à cette créature-là pour faire des combats dans des arènes où est-ce que les gens parient fort de l'argent. Il y a beaucoup de sensualité aussi là-dedans. En passant,
ce n'est pas pour les enfants, cette série-là. Juste pour vous dire, il y a de la sexualité, il y a du sang, du gore. Les gens fument de cigarettes là-dedans. Les personnages. Euh, c'est très, très, très viral côté mature comme contenu. Et celui-là, même si je vous dis que c'est comme des combats de Pokémon pour adultes, côté visuel, côté gore, côté combat, c'est extraordinaire à voir, mais c'est pas pour les tout petits. C'est pas pour les tout petits. Disons que pour les jeunes ados, ils vont. Tu sais, moi, à l'âge que je suis rendu, je peux plus vraiment juger pour eux autres, mais j'imagine que les jeunes ados vont dire hey, le vieux, on regarde ça fait longtemps. Good, alright, tant mieux. Mais le premier épisode et les autres aussi, là, mais je parle surtout de celui-là, assez spécial comme épisode. Deuxième épisode, c'est les trois robots, Three Robots, qui est, après la destruction de l'humanité, il y a trois robots qui visitent une ville abandonnée. En gros, c'est ça. On a le point de vue de robots qui essaient d'analyser qu'est-ce qui est arrivé sur Terre et les choses qu'ils trouvent dans la ville, comment que les humains utilisaient ça, pourquoi qu'ils l'utilisaient. C'est très, très ironique. C'est un point de vue robotique de la société humaine qui est disparu. Et en même temps, encore là, il y a une petite twist à la fin par rapport aux chats. Les chats sont toujours là, sont toujours présents. Et c'est mignon, puis en même temps, ça fait peur. Pensez un peu la planète des singes, mais avec les chats. Face aux robots au lieu des humains qui reviendraient sur Terre. Ouais, les trois robots, True Robots, j'ai quand même bien aimé ce film-là. C'est très léger comme contenu. C'est plus pour les plus jeunes, cet épisode-là. Puis en même temps, ben, en tant qu'adulte, tu vois un peu comment que peut-être les robots pourraient analyser notre façon de vivre, puis c'est très surprenant quand même comme histoire. C'est pas trop long, c'est une belle aventure, puis visuellement c'est très beau, ça ressemble beaucoup à des jeux modernes là, qu'on voit là, sur les consoles de dernière génération. Trois robots qui sont vraiment de forme typique, il y en a un qui est comme pyramidal à la R2D2, il y en a un autre qui est un robot à la Terminator Cute au bout, et un autre qui est un petit genre de robot à la Wall-E un peu. Là. Et les trois sont comme trois bons amis qui se promènent et qui gambadent et qui découvrent des choses à travers leurs yeux cybernétiques. Autre épisode maintenant, Le Témoin, The Witness. Le Témoin The Witness est une femme qui assiste à un meurtre dans l'immeuble situé en face, l'autre part de chez eux. Et il y a une poursuite qui s'engage et à la fin, tout le long, elle croise le regard du meurtrier. Puis à la fin, il y a comme une twist temporelle. Pensez un peu comme Looper. Le visuel de ça est très hot. On dirait que c'est vrai et maquillé par du cell animation par-dessus. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans cet épisode-là. Le témoin, The Witness, c'est un film que tu pourrais comme passer en loop du début à la fin et tu recommences, mais comme inversé. Il y a comme une twist temporelle sans en être. C'est plus un genre de Twilight Zone, cet épisode-là. Encore là, c'est très, très graphiquement, sexuellement exposé. On voit beaucoup de peau, comme ma mère disait. On voit beaucoup de peau dans cet épisode-là. Et c'est très, très, très... faut que j'arrête de dire très, très, très. Ça, c'est un de mes défauts que je me suis rendu compte sur les épisodes et je m'en excuse. C'est pour adultes. Cet épisode-là est pour adultes. Donc, c'est peut-être le côté un peu que je pourrais dire en tant que contenu général, si vous tapez le volume 1 au complet, c'est peut-être difficile de vous dire c'est pour qui, quel genre d'auditoire ou quel âge, mais c'est certainement pas pour les jeunes enfants. Si vous partez de l'épisode 1 à l'épisode 18, il y a des choses là-dedans qui sont vraiment pas pour les jeunes. Puis en même temps, il y a du contenu qui est très léger qui pourrait passer pour les jeunes. Parce que c'est pour ça que je passe épisode par épisode pour cet épisode-ci de Cinemaniacs pour le Love, Death and Robots volume 1. Autre épisode par après, un des épisodes que j'ai adoré, puis je vais vous revenir à la fin aussi dans l'épisode que je vous recommande fortement de regarder, c'est des fermiers et... en anglais ça s'appelle Suits. Pensez un peu à des farmers qui élèvent des vaches et leurs poules, tous les animaux de la ferme, et qui tout soudain, il y a comme une porte dimensionnelle où est-ce qu'il y a des aliens qui arrivent dans leur terre, et tout d'un coup, c'est normal, il y a le père de famille qui rentre dans son mech suit warrior, quelqu'un qui embarque, oui, son petit café chaud tranquille, puis qui embarque sur le terrain, pogne les vaches avec les grips de son bisule mécanoïde, et qui, avec des autres voisins, des autres fermiers, détruisent ou défendent leur terre contre l'évasion extraterrestre. Encore là, il y a une twist à la fin, et c'est très, très comique à voir. C'est pas ridicule. Le style de dessin, c'est comme... du cel-shaded animation en 3 dimensions. C'est super beau. L'histoire est
Elle est chaleureuse, elle est le fun à voir. Si vous aimez les côtés combat de robots, c'est le fun. Si vous aimez les extraterrestres, les bébites comme Aliens, c'est le fun. Il y a un peu de gore, mais l'animation rend ça très très facile à digérer côté visuel. Et il y a une belle twist. Il n'y a pas vraiment une twist, mais il y a une belle morale à la fin, avec la twist qui, lorsqu'on s'éloigne un peu de la ferme, on comprend un peu qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là de Suits, des fermiers équipés. Il aurait dû appeler ça des fermiers bien équipés, mais c'est des fermiers équipés. L'histoire, j'essaie de un peu vous lire, ça dit une petite communauté de fermiers pilotes de méca pour défendre, c'est ça, pilotes des mechas pour défendre leur terre contre une invasion d'aliens insectoïdes. Et voilà. Autre épisode qu'il y a par après, le 5e, c'est un vieux démon, Sucker of Souls. Le synopsis de ça, c'est réveillé par une expédition archéologique. Un démon assoiffé de sang affronte un groupe de mercenaires et d'archéologues. Disons ça comme ça. Pensez à Indiana Jones qui découvrirait Dracula dans un fond de tombeau. C'est à peu près ça. Et Indiana Jones a eu l'intelligence de descendre avec 3-4 mercenaires, des G.I. Joe bien armés, pour l'aider à se défendre au cas qu'il découvre justement une créature de ce genre-là. Il y a de l'humour en bas de la ceinture là-dedans. C'est très, très macho comme histoire. Quand je dis macho, c'est pas juste pour les gars, il y a des filles. Il y a une fille là-dedans qui est très très macho, des jokes en bas de la ceinture. On joue avec la mythologie aussi des chats qui feraient peur aux vampires. J'ai trouvé le comique qui est intelligent d'avoir apporté cet élément-là dans cet épisode-là de Sucker of Souls. Le visuel, c'est de l'animation très simple en 2D. Ça donne un look même de ce qu'on appelle du rough animation, où est-ce qu'ils vont faire des sketchs pour pouvoir par après faire peaufiner l'animation 24 images à la seconde comme à la Disney. C'est pas cette qualité-là. C'est vraiment du dessin animé très simple. Bon, c'est le genre d'animation qu'on va voir dans des séries télé qu'on voit je veux dire dans mon jeune temps, là, le samedi matin. Mais les couleurs sont vives, l'histoire est assez gore. On pourrait dire ça au début, il y a assez de sang où est-ce que la personne qui se fait attaquer par la première personne qui se fait attaquer par le méchant, disons que se met à peinturer les murs et les corps des autres personnes de sang. Ça s'est aspergé à la Kill Bill à peu près. Là. Je ne sais pas si vous avez vu Kill Bill, mais le sang qui gicle comme une fontaine, c'est à peu près ça. J'ai bien aimé Sucker of Souls. C'est ça que à la fin, je vais juste revenir sur l'épisode que je vous recommande fortement. Si jamais vous ne l'avez pas regardé, si vous voulez regarder maintenant, laissez-moi un commentaire dans la description ci-dessous. Ça va me faire plaisir de pouvoir interagir avec vous. Ce qui est le fun dans cet épisode-là-ci, c'est qu'on a 18 sujets différents. Il y en a que vous allez trouver meilleurs que d'autres pires, vous serez peut-être d'accord avec ce que je vais vous dire ou en désaccord. Puis c'est le fun d'interagir, parler de fun, d'animation pour une fois. Ça fait différent un peu des films. D'un autre coup aussi, juste une petite virgule, une petite parenthèse vite. Oui, on va se concentrer un petit peu plus sur les animés très bientôt. J'ai 2 collaborateurs qui ont montré beaucoup d'intérêt. Il suffit juste de trouver quand est-ce qu'on commence à faire ça et on va amener du contenu animé sur nos épisodes de YouTube de Stimaniacs. Autre épisode qui est un petit peu plus léger ce côté-là, c'est Weird. C'est la revanche du yaourt. La revanche du yaourt, c'est When the Yogurt Took Over. Cyberdyne System, mais c'est pas mécanique ou... Oh non, ok, peut-être encore mieux que ça. The Matrix, où est-ce que la machine a pris la place de l'homme. Pensez, si vous avez vu le DVD The Animatrix, il y avait 2 épisodes qui s'appelaient The Second Renaissance, Part 1 et Part 2. Et pensez un peu comme si on ferait The Second Renaissance, mais au lieu d'être avec le réveil des robots contre l'humanité. C'est le yogourt qui devient intelligent et le yogourt qui propose des solutions afin de sauver la race humaine. Et les humains, comme d'habitude, n'écoutent pas le yogourt. Ils se retrouvent dans la merde à cause de ça. C'est très comique, puis j'imagine qu'il y a un message que je n'ai pas compris en arrière de ça. Il y a même des gens qui protestent parce que le yogourt devient au pouvoir et les gens qui protestent, qui disent non lactose, non lactose. Ça vient me chercher personnellement. C'est peut-être ce côté-là épeurant. Qu'est-ce qu'on dit exactement dans le synopsis officiel? Ça dit le yaourt devient conscient et prend le contrôle de la société. Très simple. Alors, when the yogurt took over. Et à la fin, c'est pas une twist, c'est juste qu'à la fin, on raconte que le yogourt est tellement écœuré de voir l'humain, c'est trop stupide qu'il fout le camp ailleurs dans l'espace puis il nous laisse dépérir de nous-mêmes. L'autre épisode, le 7e, ça s'appelle
Derrière la faille, Beyond the Aquila Rift. Mon Dieu, que j'adore cet épisode-là. Il y a un côté sensuellement excitant, un côté, si vous connaissez un peu le terme, MILF. Il y a un personnage là-dedans qui est très, très, très attirant aux yeux des hommes. Derrière la faille, c'est l'équipage d'un vaisseau cargo qui est en mission de livraison, mais il y a une erreur de destination qui provoque des événements imprévus. Il se retrouve, autrement dit, je pense que c'est comme 150 millions d'années-lumière qui se réveillent de leur pod de sommeil, de voyage de longue distance, et se retrouve face à face avec différents personnages, mais surtout une personnage qui est Greta, qui est comme l'ex du capitaine du vaisseau. Les autres restent endormis. Il y en a une qui se réveille, elle capote un peu, il la random, il dit on va la calmer. Puis là, Greta lui explique au capitaine du vaisseau comme quoi qu'ils sont perdus très loin, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir les ramener, mais elle est là pour elle. Elle dit fais-moi confiance, je suis là vraiment pour toi. Il baise avec elle, c'est très très sexuellement explicite, là, c'est présenté avec, on voit des seins, des fesses, des relations sexuelles là-dedans. Puis en même temps, ce qui donne un petit côté comme, ouh, c'est presque du soft porn. À la fin, on comprend que le capitaine est en train d'halluciner, puisqu'il se fait émettre des messages un peu comme à la Matrix, où est-ce que les gens pensent qu'ils sont dans une vraie société, mais en réalité, ils dorment dans des pods, mais c'est un peu ça. Et ils se retrouvent en réalité, lorsqu'on voit le réel univers où est-ce qu'il est rendu, c'est comme une race arachnoïde d'extraterrestres qui utilise des messages subliminaux pour pouvoir garder les humains endormis, pour pouvoir... C'est pas vraiment expliqué qu'est-ce qu'ils font avec, mais en gros... C'est comme si le vaisseau et les humains qui sont là dépétris, deviennent comme vieux, se rendent pas compte de ce qui se passe autour des autres, mais c'est comme des créatures euh, araignées, weird, dégueulasses, qui en même temps, tu te rends compte, ok, il a baisé cette affaire-là. Sans s'en rendre compte, lui, il voyait son ex là-dedans, mais quand tu vois le visuel du graphique de la créature avec laquelle il aurait baisé, tu comprends qu'il a mis certaines parties de son corps dans des orifices de la créature arachnoïde qui, en réalité, s'il l'aurait vu de sa vraie forme, n'aurait certainement pas fait ça, en tout cas. C'est ce côté-là. Fait qu'au début, tu te laisses comme embarquer dans l'histoire, tu dis, oh, ouais, quand même pas super. Puis à un moment donné, tu fais comme, ouf, fuck, je prendrais pas sa place pendant tout. Ça, c'est un de mes préférés en passant. Derrière l'affaire, Beyond the Aquila Rift. Autre épisode, on est rendu, je pense que c'est le 8e sur 18. On va avancer un petit peu plus vite. Bonne chasse, Good Hunting. Bonne chasse, Good Hunting, c'est dans la Chine du début du 20e siècle. Un garçon tombe amoureux d'une Hulijing. Hulijing, c'est une race de... comme des métamorphes, des femmes qui peuvent se transformer en renard blanc. Et les Hulijing métamorphés... oui, je recommence. Dans la Chine du début du 20e siècle, un garçon tombe amoureux d'une Hulijing métamorphée après que son père a tué la mère de celle-ci. Et voilà. Pour les yeux complets. En gros, on est comme dans une transition du passé, dans un folklore asiatique chinois ou japonais, là, je pense plus chinois. Et on a le père qui dit qu'il faut les tuer, c'est des métamorphes, sont dangereux, ils tuent la mère. Puis le garçon voit la fille et la protège. Après le décès de son père, on comprend que lui a gardé un lien avec cette Hulijing-là. Et elle, avec le temps, un peu comme Janine dans Forrest Gump, elle part, elle revient quand elle a besoin de lui, elle part, elle revient quand elle a besoin de lui. Et à chaque fois, elle est transformée puisque l'évolution, la modernisation de la société fait que ça la change, elle, mentalement et physiquement. Et à la fin, lui... vit dans un air à la cyberpunk. On est dans un air moderne, ou en tout cas plus moderne qu'au début de l'épisode, et au lieu d'arriver dans un air réel, on transige dans un air cyberpunk. C'est très très spécial. Si vous aimez ce côté-là, cyberpunk, où est-ce qu'on a comme une vision du futuriste rétro avec tout à vapeur, c'est assez spécial, et il modifie cette Hulijing-là puisqu'elle est plus capable de se transformer, alors il la transforme en genre de cyborg Transformers, Pretenders, qui lui permet de pouvoir se retransformer comme elle le faisait avant, génétiquement, naturellement. Là, maintenant, c'est plus mécaniquement qu'elle peut le faire. Alors, il y a comme une folklore, science-fiction, cyberpunk là-dedans. C'est l'animation 2D. Au début, c'était pas mon genre, mais je l'ai revu justement pour préparer cet épisode-là. Ouais, c'est cool. C'est une belle histoire.
C'est peut-être un lien de confiance qu'on peut avoir avec les gens qu'on a de l'affection pour, qu'on comprend là-dedans. Puis en même temps, c'est tout le temps l'histoire de on haït, on déteste ou on chasse ce qu'on ignore. Et peut-être d'apprendre à connaître les autres, ça va nous permettre de prendre de la maturité et de la connaissance pour soi-même. Bonne chasse, good hunting. Très bien, très bon épisode. Ouais, ça se passe dans la chaîne du début. Ouais, faut savoir lire, Denis. Bon, ok. Autre épisode, la décharge de Dump. Visuellement, très spectaculaire côté. On dirait que c'est caricaturé à la Land of Confusion. Tu sais, les marionnettes là, avec, je sais pas si c'était Genesis ou Phil Collins. Genesis, Land of Confusion, où est-ce qu'il y avait Ronald Reagan, la marionnette, qui créait son nucléaire. Là, le genre de caricature comme ça, mais faite par animation numérique. En gros, ça dit un employé municipal apporte une notice d'expulsion à un vieil homme vivant dans une décharge, une cour à scrap, comme on dit au Québec, avec son animal de compagnie. Et l'animal de compagnie, c'est la créature qui est née du scrapyard et qui se nourrit de choses dans le scrapyard. Donc, ne pas s'aventurer dans cet endroit-là. C'est très redneck un peu, très sale visuellement. En même temps, la qualité visuelle, elle est là. C'est super bien fait. Ben, c'est comme cute, parce qu'à la fin, la créature, c'est comme son chien. Mais en même temps, c'est une créature qui bouffe le monde, les animaux, tout ce qui peut traîner dans le coin. Donc, c'est sordide, c'est weird un peu. Comme un vieux qui est rendu sénile, qui se rend pas compte que la créature qui est là, c'est pas son chien, c'est une bébite qui bouffe n'importe quoi. Fait que la décharge de Dump, je vous le conseille fortement pour côté visuel. C'est une belle prouesse côté technologie mis à l'écran. C'est visuellement très très bien fait. Parce que faire une cour à scrap avec tous les designs, les graphiques, les visuels, ça doit être assez hallucinant comme travail apporté à l'écran. Autre épisode, et celui-ci, pour vous dire que je l'ai aimé, c'est pas peu dire, j'ai adoré Métamorphe, qui est Shapeshifter. Shapeshifter, c'est en gros, c'est des loups-garous qui font partie de l'armée américaine qui affrontent d'autres loups-garous en Afghanistan. Donc, prenez une histoire un peu qu'on verrait à des films, il y en a eu plusieurs dans les dernières années, là, j'ai pas de titre qui me revient en tête, mais mission typique de soldats américains en Afghanistan, sauf qu'on a des loups-garous intégrés à l'intérieur des troupes américaines et des troupes ennemies. Le visuel est très bien fait, c'est pas trop stylisé, ça a un look très... pour avoir un look, lorsqu'on a des plans de vue éloignés, tout a de l'air comme vrai, les véhicules ne sont pas caricaturés, c'est très très photoréel. Les humains sont, on dirait qu'ils ont essayé de faire ressembler les humains à des acteurs qui auraient pu tourner les scènes pour de vrai. Et il y a là-dedans des loups-garous qui... Ben, il y a des soldats qui sont des loups-garous, et les militaires le savent. Là, on vit dans une société où est-ce que les loups-garous sont connus du monde entier. C'est un peu comme ça serait True Blood version G.I. Joe, à peu près ça, mais très réel, très terre à terre. Et il y a une mission là-dedans de sauvetage pour sauver d'autres soldats qui amène un genre de combat entre certains loups-garous contre d'autres loups-garous, et c'est violent, il y a du sang, c'est des bras qui arrachent, des yeux qui arrachent, des têtes qui éclatent, c'est burk. Et tu finis d'écouter cet épisode-là, puis tu dis, je veux voir ça en film, je veux voir ça en film. Amène ça en film, en vrai, ça serait écœurant, j'ai adoré ça. C'est comme c'est le parfait court-métrage que tu prends pour faire ton pitch de vente à un studio de film, pour faire un film de 2 heures, ou peut-être pour lancer une nouvelle franchise de films de loup-garou avec le côté militaire. Là, c'est incroyable, c'est une maudite bonne idée, ça. Alors, ça s'appelle Métamorphe Shapeshifters, histoire militaire avec des loups-garous. Si ça vous le dit, regardez ça, ça vous prend la peine. L'autre épisode qui suit par après, le 11e, le coup de main, Helping Hand, qui est une astronaute qui affronte une situation mortellement dangereuse. Pensez un peu à Gravity avec Sandra Bullock, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Gravity, qui est un film à voir justement au cinéma par rapport à son ambiance, son atmosphère dans l'espace autour de la Terre. C'est le même genre d'épisode avec... le coup de main. Le coup de main, en réalité, c'est qu'elle doit sacrifier une partie de son corps, sa main, son bras, pour pouvoir s'aider à se diriger, puisqu'elle perd, elle perd pied ou main accroché après un satellite en réparation, et sa seule façon de survivre, c'est de
faire des sacrifices pour pouvoir essayer de se manipuler puis se rediriger vers ce satellite-là pour pouvoir se pogner après. C'est très, très... Bon, encore, faut que j'arrête de m'en donné. Je vais faire du montage puis je vais juste couper. C'est très, très, très là. Visuellement, c'est un épisode d'atmosphère, un peu comme justement comme le film Gravity, mais c'est vraiment, c'est pas 10 minutes cet épisode-là, j'ai pas regardé vraiment le temps de chaque épisode, là, parce que c'est entre 4 et 18 minutes chaque. Il y en a qui sont très courts, d'autres qui vont étirer ça jusqu'à 17-18 minutes. Celui-là, je pense qu'il est une dizaine de minutes en gros, et à la fin, t'es comme content, puis c'est comme si à la fin, elle parle avec un autre astronaute, puis si t'as pas allumé rendu là, c'est là que t'allumes parce qu'elle a dit une phrase, une joke, clin d'œil par rapport au titre de cet épisode-là, justement. Alors, le coup de main, Helping Hand, qui est le 11e épisode sur 18 de Love, Death, Robots, volume 1. 12e épisode, Les esprits de la nuit, Fish Night. Ça, c'est un film côté visuel, deux représentants de commerce qui tombent en panne dans le désert. Une histoire typique que c'est qu'on fait là. Puis durant la nuit, puisqu'il n'y a pas de personne d'autre qui a pu passer pour les aider à sortir de cette panne-là, eux attendent de l'aide, une rescousse sur la route. Je sais pas, ils n'ont pas CA ou de quoi de même. Là. Mais se retrouvent pris dans un genre d'environnement la nuit où est-ce qu'il y a des fantômes. Comme si tout ce qui est le ciel ou ce qui les entoure côté air devient un genre d'aquarium de fantômes spirituels des créatures aquatiques. Pensez à des baleines, des langoustines, des poissons ordinaires. Et il y en a un qui se retrouve à être, pas possédé, mais englouti dans cet envoûtement-là et se retrouve à se mettre comme s'il se mettrait à nager dans le ciel, puis il voit pas qu'il y a un requin qui arrive et qui se fait bouffer. Fait qu'il y a une sorte de deux gars partis dans le désert et de jazz mélangé là-dedans avec du visuel à la Fantasia, sans avoir toute cette musique-là. Là. C'est très beau visuellement. Peut-être aussi The Life of Pi, côté visuel. Sauf qu'on est sur l'océan avec un petit bateau et un tigre, ben c'est dans le désert avec un autre gars qui a pas fait les vérifications du véhicule et qui sont payés dans le désert. Et voilà. Pour les esprits de la nuit, Fish Night. 13e épisode, 13e qui est bien placé, ça s'appelle Lucky 13. Lucky 13, c'est comme serait chanceux numéro 13. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire que le 13, c'est le chiffre malchanceux. C'est une pilote qui se remémore ses missions à bord du vaisseau de transport de troupes Lucky 13. Pensez Top Gun, version militaire, avec un visuel à la Final Fantasy de Spirits Within. Hallucinant cet épisode-là. C'est venu chercher. Bien sûr, elle parle en voulant dire le numéro de série du vaisseau qu'elle doit piloter. Elle est là pour aller débarquer des troupes et aller les sauver. Elle se retrouve qu'un vaisseau qui est supposément malchanceux parce qu'elle est comme la troisième capitaine du vaisseau à prendre charge de ce vaisseau-là. C'est ce qu'elle raconte au début, puisqu'il y a deux autres équipes auparavant qui sont décédées lors des missions. Mais le vaisseau, ils ont toujours été capables de le renflouer, de sortir, de le réparer, puis de le remettre au combat. Puis elle se retrouve à piloter ce vaisseau-là, et comme pas tomber en amour, mais elle se rend compte que c'est pas malchanceux pour elle, mais c'est plutôt chanceux. Ce vaisseau-là, comme une chance il a sauvé sa vie par rapport à le côté technique, le côté vieillot de ce vaisseau-là, qui est capable de très bien de se tirer d'affaire par rapport aux vaisseaux ennemis lors des combats. Alors, si vous aimez les combats aériens de type Top Gun, si vous aimez un peu le visuel de Final Fantasy de Spirits Within, c'est dans cette gamme-là. Lucky 13, bien aimé cet épisode-là. Je ne veux pas dire un film, mais cet épisode-là. Épisode 14, l'œuvre de Zima Blue, qui est un artiste solitaire qui donne une dernière interview au bout d'un siècle de ses exploits artistiques, où est-ce qu'il peinture des carrés bleus, à l'échelle d'un fond de piscine à une toile qui va recouvrir la moitié de la galaxie. C'est weird, mais c'est une courte histoire, puis à la fin, on a une explication de cette fascination-là du personnage Zima Blue à toujours peinturer de quoi en bleu. C'est bizarre, ça. J'ai regardé ça, c'est du visuel très artistiquement différent des autres, c'est en 2D, un peu de 3D là-dedans. Ça a l'air comme du airbrush, un peu animé. Pas mauvais. Je dirais que même qu'il n'y a aucun vraiment épisode de cette série-là, de Love, Death and Robots, qui est vraiment plate. Chaque épisode a du bon à regarder. Puis en plus, c'est pas vraiment long, donc ça vaut la peine. Mais
C'est pas mon préféré. Zima Blue, c'est un côté très, très, on dirait, cinéma d'auteur, indépendant, euh, te faire penser au côté artistique au-delà du visuel, en tout cas. Ouais, c'est ça, Zima Blue. Autre épisode, on va finir ça le plus rapidement possible. Angle mort, Blind Spot. Angle mort, Blind Spot est une bande de cyborgs qui tentent d'attaquer un convoi. Pensez à un mix entre Mad Max, Fast and Furious et Transformers. C'est à peu près ça. Et c'est un visuel 3 dimensions CGI très, très, très bien fait. Beaucoup d'action, beaucoup de couleurs, très vif comme couleur. Et on dirait que c'est fait avec un design pour enfants. Mais on voit que l'action est très jeune adulte. Et à la fin, il y a une belle histoire, un beau travail d'équipe ensemble. Et c'est très sur un brin d'humour. Ben, moi, ça me cherchait pour le côté, j'aime depuis que je suis jeune, là, les gens qui me suivent savent que je tripe Transformers. Donc, lorsque je commençais à avoir des robots qui se transforment en véhicules, ça me rappelait un peu, pas nécessairement Transformers, mais plus quand il y a eu la série Transformers Beast Machines. Il y a ce look-là dans cet épisode-là. Beast Machine, ouais, avec Fast and Furious et Mad Max. Ça vous donne une idée à peu près de ce que c'est. Alors, Angle mort, Blind Spot, c'est cute, c'est le fun, c'est un bon divertissement cet épisode-là. Autre épisode de L'âge de glace, Ice Age. Et non, c'est pas les films de 20th Century Fox avec l'écureuil et les autres animaux. Cette fois-ci, c'est un couple qui découvre une civilisation vivant dans leur congélateur. Il y a des scènes, ça a été réalisé par Tim Miller, justement. Il y a des scènes qui sont en vrai avec les deux acteurs que vous allez voir dans cet épisode-là, qui découvrent en aménageant dans un nouvel appartement, dans le frigo, c'est un vieux frigo, il ouvre le congélateur, c'est plein de glace, et c'est comme si vous avez déjà joué à des jeux comme Age of Empire ou Civilization, c'est comme si vous retrouveriez ce genre d'univers-là en vrai dans votre congélateur. Tu ouvres la porte, ils sont rendus à l'âge de l'air de glace, ils referment la porte, ils ouvrent la clé, ils sont rendus à l'ère moderne, dans le futur, des bombes, ils explosent, ils recommencent. Et c'est un mélange avec du vrai et du miniature, science-fiction, jeu vidéo. C'est à peu près ça. C'est dur à expliquer. C'est cute comme histoire. C'est charmant même de voir comment que les acteurs se soucient de l'évolution qui se passe dans le frigo alors qu'ils sont en train de manger de la pizza. Ils sont inquiets, puis ils disent ah, faut checker, ils sont curieux, puis ils regardent, puis ah, ils sont rendus là, puis en tout cas, c'est à peu près ça. L'âge de glace, un bel épisode de Love, Death and Robots. 17e, histoire alternative, Alternate Histories, qui est en gros, c'est Hitler qui meurt de différentes façons, qui entraîne différentes multiverses, appelons ça de même, c'est rendu en mode avec Marvel. Alors on voit, c'est des bonhommes très très stylisés à la. Sans être identique, c'est très simpliste comme South Park. C'est pas pareil, là. C'est pas des petits gros ronds, mais le côté animation est très très South Park, très simple. On s'intéresse plus à raconter une histoire avec un dessin animé visuel, mais c'est plus le côté, ok, si Hitler serait mort en sortant de l'université, frappé par un cheval, ben dans ce coin-là, il y aurait interdit dorénavant d'utiliser des chevaux pour se promener. Il aurait donc évolué plus rapidement pour la voiture, qui leur aurait ramené un avantage côté combat en Deuxième Guerre mondiale avec des véhicules qui peuvent aller n'importe où, vous comprenez. Ça finit à la fin. Puis ça finit toujours chaque segment d'où Hitler aurait pu mourir. Ça nous amène à la conquête de la Lune. Et c'est tout le temps une nationalité différente ou même je dirais une race différente qui conquérit la Lune à la fin dans une période d'années différente également. Très très comique et ça nous fait questionner, surtout à la fin ça finit où est-ce que c'est comme s'il y aurait pensé à un autre épisode qui s'en viendrait avec Abraham Lincoln qui aurait tiré le premier. C'est un genre de what if mais avec Hitler. Whatever. Et le dernier, très 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 faut que j'arrête de dire ça. Une guerre secrète, Secret War. Une guerre secrète, Secret War, c'est une escouade de forces spéciales de l'armée soviétique qui traque des démons en Sibérie. C'est des démons, mais en même temps, on pourrait dire que bon, non, c'est des démons, mais c'est comme des gens de aliens qui sont sous terre. Le visuel de ça est incroyable.
l'histoire est spectaculaire. Il y a des combats de nuit avec l'éclairage, avec comment on appelle ça, pas des nightlights, là, mais des feux de sécurité en rouge. J'oublie le nom de ça. Combat typique, comme si on serait dans les années au fin 70, début 80 à peu près. Donc, il n'y a pas de grosses armes technologiques. C'est pas du G.I. Joe moderne, là. C'est plus rétro, sans être trop archaïque, là. Je veux dire, on se promène sur des chevaux dans le bois et on découvre qu'il y a des créatures qui sont là. Mais en même temps, je pense qu'ils savent qu'il y a des créatures, mais ils savaient pas qu'il y en avait autant que ça. C'était à peu près ça. Et il y a une grosse camaraderie entre les soldats soviétiques. Puis en même temps, ça fait différent. C'est pas l'armée américaine, c'est l'armée soviétique. Puis avec le dénouement de cette histoire-là, on a comme. Ça pogne au cœur. C'est touchant. C'est une belle histoire. Visuellement, c'est peut-être une des meilleures de la gang du volume 1. Et ça reste une de mes préférées. Fait que ça, je voulais juste, en finissant, vous dire comment que. Ou quels sont les épisodes que je pourrais vraiment, vraiment vous. Bien, je pourrais vous dire, regardez-les. Regardez, je perds le terme, là, mais euh, tu sais, comme on va dire, je vous dirais, c'est Cinemaniacs Approved. Euh, Premier épisode que j'ai fortement aimé, c'est l'avantage de Sony. Je vous rappelle, ça c'est un peu les genres de combats Digimon avec des monstres géants contrôlés par des humains qui se battent entre eux autres. Ça c'était Sony's Hedge que j'ai bien aimé. Il y a aussi des fermiers équipés, Suits, avec les fermiers qui se battent dans des mech mech warrior suits, là, assez spécial. Il y a aussi un vieux démon, Sucker of Souls, avec des archéologues qui découvrent des créatures qui sont un peu comme des vampires Dracula. Épisode aussi de Derrière la faille, Beyond the Aquila Rift, où est-ce que il y a un vaisseau cargo qui se retrouve perdu dans l'espace et comme un genre de mix de monstres araignées avec la matrice. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Vite, vite, j'ai mis ça en note, là. Métamorph, Shapeshifter, avec les loups-garous, avec l'équipe militaire. Lucky 13, qui est le pilote avec son vaisseau 13, qui font des débarquements et sauvent des soldats sur des terrains de combat. C'est pas mal ça. Ouais, le dernier, l'épisode 18, là, une guerre secrète, là, les forces spéciales de l'armée soviétique contre le démon. J'ai adoré ces épisodes-là. Donc, ça faisait beaucoup à parler. Je pensais pas même à faire autant de temps toute seule comme ça. Mais c'est vrai que 18 épisodes, si je vais prendre quand même le temps de bien vous décrire ça, ouais, moi, je pensais que j'allais faire ça en 15 minutes. Denis. Juste en terminant, pour vous dire que je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci qui faisait un survol du volume 1 de Love, Death and Robots. Cliquez sur la cloche pour les notifications afin de recevoir à chaque fois qu'on ajoute ou qu'on publie un nouvel épisode. Habituellement, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Pour l'instant, c'est à 7h le matin, mais je pense les mettre en ligne à partir de midi, heure de New York, puisque je me rends compte avec l'analytique de YouTube Creator que c'est plus dans l'après-midi que les gens regardent nos épisodes. Donc, je vais peut-être, à partir de cette semaine ou de la semaine prochaine, mais oui, c'est le lundi, mercredi et vendredi que chaque épisode est diffusé. Le mercredi, c'est Bon Matin Marvel, tandis que le lundi et vendredi, c'est plus du côté streaming ou cinéma. Je vous dis merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci du volume 1 de Love, Death and Robots. Je vous reviens rapidement avec le volume 2 très bientôt. Merci beaucoup.